Madame la commissaire générale de la saison Africa 20, General Commissioner 2020, Mr. Defar, Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je souhaite la dear bienvenue friends, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, ou du moins dans son nuage électronique ce soir, pour l'ouverture de ce cycle de conférences intitulé Sommet de septembre de la saison Africa 2020. Je regrette évidemment de ne pouvoir vous accueillir physiquement, en présentiel, comme on le dit aujourd'hui depuis le début de cette crise sanitaire, les circonstances ne le permettant pas. C'est par le biais de la visioconférence que j'ai le plaisir de vous accueillir et que vous débattrez durant ces 2 jours. Le musée du Quai Branly Jacques Chirac est très heureux d'avoir été choisi par la saison Africa 2020 comme l'un des multiples lieux d'accueil de ces nombreuses initiatives qu'elle coordonne. En plus d'être un lieu de préservation, d'études, de valorisation des collections publiques d'Afrique, des Amériques, d'Asie et d'Océanie qui lui sont confiées, le musée a également pour vocation la recherche et l'enseignement des disciplines qui s'y rapportent. Lieu de questionnement et de dialogue, le musée se devait de se mettre à la disposition de la saison Africa 2020 et des discussions qu'elle suscite et inspire. En plus de l'accueil du sommet de septembre de ce soir, le musée du Quai Branly Jacques Chirac accueillera prochainement 2 autres événements de la saison Africa 2020. Ce sera d'abord l'exposition Désir d'humanité, les univers de Barthélemy Togo, du 6 avril au 5 décembre 2021, en collaboration avec la Fondation d'Aper et sa directrice Christiane Falgaret-Levaux, qui en assure le commissariat. Puis une installation de l'artiste Kémy Basséné, The African Shed Laboratory, du 7 avril au 18 juillet prochain. Un début d'année qui s'avère riche en collaboration et qu'il nous appartiendra de faire vivre selon des modalités parfois à inventer, compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous connaissons. J'aimerais terminer ce bref mot de bienvenue par des remerciements adressés à toutes celles et ceux qui rendent possible la tenue de ces échanges ce soir, ceux qui y participent évidemment, et une mention spéciale aux équipes techniques qui n'ont pas ménagé leurs efforts de part et d'autre pour rendre ces rencontres possibles. En cette période de virtualisation des personnes et des lieux, je vous souhaite de passionnants et fructueux débats et forme le vœu de pouvoir vous accueillir à nouveau, physiquement et prochainement, au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Emmanuel. Merci d'accueillir ce projet au sein de ton musée. Bonsoir à tous ceux qui ont pu nous rejoindre pour ce grand temps fort à travers le monde. Bonsoir Sarah, bonsoir Edwin, bonsoir Achille. Un grand merci à Sarah et à Edwin pour ce programme extraordinaire que vous avez mis en place. C'est avec un très grand plaisir et avec une certaine émotion que je lance ce temps fort dédié au débat d'idées intitulé Le Sommet de septembre, qui va se dérouler pendant 1 mois jusqu'au 31 mars. Il y aura environ une trentaine de conversations et de forums avec différents partenaires partout en France. Alors effectivement, les gens sont un peu troublés par ce titre, Le Sommet de septembre, alors que nous sommes fin février, que le projet se déroule au mois de mars. Il faut savoir que dans le cadre de cette saison Africa 2020, quand j'ai accepté de porter ce projet et pourquoi j'ai accepté, c'était justement pour éviter que la saison ne se cantonne à être une célébration des cultures africaines, quelque chose qui, nous, en Afrique, nous horripile beaucoup. Il était question pour moi que cette saison ait un sens, lui donner du sens. Et ce que j'ai fait dès le départ, c'était d'emprunter 4 cerveaux extraordinaires que j'ai réunis dès la mi-juin à Saint-Louis du Sénégal, aux portes du désert, pour réfléchir à ce projet et justement produire ensemble du sens. Et parmi ces 4 personnes, il y a d'ailleurs Notobe Kontombela d'Afrique du Sud, Fola Kunle Oshun du Nigeria, Ntone Ejabe du Cameroun et Sarah Rizki d'Égypte. Donc, on a débattu sans tabou pendant 5 jours. Ça a été intense. Et pendant ces discussions, c'est là que nous avons justement cartographié le continent
en essayant de voir quels étaient les dénominateurs communs de tous ces peuples à travers le temps et l'histoire, et de voir aussi comment est-ce qu'un projet d'une telle envergure pouvait justement être une plateforme de production et de diffusion de connaissances, d'idées et de savoirs à partager. Dans le cadre de nos réflexions à Saint-Louis, c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait ne pas perdre de vue les fondamentaux, c'est-à-dire ces 23 questions que nous avons réparties en 5 thèmes avec des titres poétiques dont Sarah parlera plus tard. Et il était question justement de se dire qu'il faudrait prendre le temps de s'asseoir tous ensemble et de débattre, de transcender ces questions et de voir comment, à l'échelle d'un continent de plus d'1,2 milliard de personnes et de plus de 30 millions de kilomètres carrés, comment les sociétés civiles du continent et de la diaspora récente arrivaient justement à appréhender ces enjeux du XXIe siècle. L'idée donc d'un temps fort dédié au débat d'idées est née comme ça. Il a fallu lui trouver un titre et c'est Sarah qui a dit il faut l'appeler le September Summit, le sommet de septembre, puisque l'idée c'était de placer ce temps fort à mi-parcours de la saison, une saison qui devait commencer le 1er juin 2020 et se terminer 31 décembre 2020. Donc on s'est dit on va le mettre au mois de septembre, comme la rentrée scolaire, comme si c'était une université de rentrée et non pas une université d'été, et au passage faire un clin d'œil aux rencontres annuelles aux Nations Unies. Donc Sarah, pour moi, était indispensable dans le déroulé de ce programme, et c'est donc tout naturellement que je lui ai demandé de réfléchir au lancement et de porter un projet auquel elle a associé Edwin Nasr, qui est du Liban et non pas d'Égypte. Désolée Edwin, petite coquille dans le rush de notre... Mais enfin bon, ceci dit, il y a tellement de Libanais en Afrique et surtout chez moi à Dakar que bon, le Liban, le Sénégal, l'Égypte, c'est un peu la même chose. Donc je suis ravie en tout cas que Sarah, qui pour moi est une des personnes qui m'inspire le plus, fait partie de ces personnes qui m'inspirent le plus depuis de nombreuses années, par sa pensée radicale, par sa rigueur, par son humour aussi. Elle n'en a pas l'air comme ça. Et donc, ce projet, on le lui doit. Ce programme, on le lui doit. Et donc, je suis ravie qu'elle l'ait lancé avec une idée et un concept aussi radical qu'elle a partagé avec Edwin, qu'ils ont développé ensemble, et d'avoir invité Achille, que je remercie d'avoir accepté, de faire cette leçon inaugurale, en sachant que justement, la question et l'étude des Black Studies n'est pas très usitée en France. Donc, rien que la traduction du mot peut faire peur à certains. Mais au bout de ces 3 jours, je pense que les uns et les autres, en tout cas qui ne sont pas familiers avec ces courants de pensée, pourront avoir une meilleure idée de la façon dont nous, à l'échelle d'un continent, nous pensons le monde actuel. Merci beaucoup à tout le monde. I would like to start by thanking President. J'aimerais remercier le président Emmanuel Kassanechou pour son travail au sein comme le directeur artistique également, pour nous avoir confié cette tâche que nous appelons le sommet de septembre dans l'Institut d'études noires. J'aimerais remercier le président Emmanuel Kassanechou pour son travail. My name is Sarah Rif'i, and together with Edwin Nasr, we will be moderating the talks and discussions this evening and over. Nous allons donc modérer les discussions aujourd'hui et pendant les 2 prochains jours. Edwin is the Nous assistant sommes des curateurs. in Beirut and a participant of the Apple Curatorial Program. In Amsterdam, En Amsterdam, je suis un candidat à MIT à Cambridge et j'écris ma dissertation sur l'infrastructure culturelle en Égypte. Avant de présenter les lectures de ce soir, j'aimerais vous donner quelques informations sur le programme. Demain, le professeur Magboula Molo, qui va discuter l'urgence de repenser et d'articuler
l'état du noir en France et en français. Ce sera suivi par une table ronde sur l'abstraction avec l'art de la diaspora, avec le professeur David English et Julie Manater, Nuala Nasrondelis et le professeur Kojoeshu. Plus tard, Crystal Mass va vous séduire par une énergie radicale et elle va nous parler de futurisme. Le dimanche, Frédéric Otto va nous lire le travail d'Émile Césaire comme une continuation de la lutte pour la dignité des Noirs autour du monde. Ensuite, il y aura discussion avec Emmanuel Bermassou, Ola Hassamil, professeur Olatouro et Soumaya Bani sur la manière dont les pratiques noires émergent les stratégies de résistance. Le soir, dimanche, de Cape Town, Chimurenga va nous emmener sur un voyage à Lagos, le deuxième festival d'art africain et culture. On remercie l'ensemble des orateurs et des contributeurs à nos programmes, y compris qu'un des femmes, Tony Javé, Kone Konde Oshun. On aimerait remercier également l'équipe du musée des Quai Branly à Paris, Christine Rhin, Humbert, Pauline Gérard, Eleonore, Benjamin Kanavedovich, Olivier Usucci, pour faire en sorte que ce soit possible. On remercie nos interprètes, Jerry Hamilton et Lucille Goutreau. Et on remercie également la personne qui a organisé la musique. Avant de prendre la parole pendant quelques minutes sur le sommet de septembre, j'aimerais faire quelques remarques de pratique. Ce soir, ce sera en français avec une traduction en anglais. Vous pouvez changer votre sélection de langue dans YouTube pour avoir la version anglaise. On vous encourage vivement de partager vos commentaires dans le chat avant et après. Ce sera conversation en français sur YouTube. Now, about the summit. Quant au sommet, When the past is not past, lorsque le passé n'est pas passé, ça réapparaît dans le présent, pour citer Christine Achat. Le sommet de septembre était conçu comme faisant partie de l'Institut d'études noires. C'est un cadre proposé pour la saison Africa 2020 en France. Et il y a 3 ans déjà, il y avait une certaine résistance. Aujourd'hui, comme le gouvernement Macron monte une chasse sorcière contre les études noires dans les universités françaises, on s'est réunis pour écouter et discuter avec le guide critique du professeur Achille Benbe, donc le devenir noir du monde. Now, what business is it for us to convene this affair? Est-ce que c'est notre affaire de convoquer cette question? Il y a des injustices qu'on hérite. Il y a d'autres dont on fait partie dans le temps. En tant qu'universitaires et des étudiants avec des histoires coloniales, on reconnaît ce qu'on reçoit et comment on prend en compte des systèmes pour lesquels on ne compte pas. Pour nous, les études noires, c'est la force de réinvigoration, ce qui nous donne langue, forme et imagination pour déranger, résister et décoloniser. Au sommet, on ne parle pas d'études noires. On parle plutôt... nous sommes en train d'évoquer le futur passé, l'Institut d'études noires en France. Sur cette question, j'ai l'honneur de vous présenter notre orateur, le professeur Achille Membe. Le docteur Membe est un professeur à la recherche d'histoire et politique à l'Institut BITS pour la recherche sociale à Johannesburg. Ses livres ont été traduits en 13 langues. Professeur Benbe fait partie de
l'Académie américaine d'art et sciences. Il a gagné de multiples récompenses, y compris le Gerber Henkel et le Hans Bloch en 2018, tous les deux. Son livre récent, Brutalisme, a été publié l'année dernière et est disponible en français, édité par Découverte. Il y a des analyses de destruction capitaliste qui argumentent pour une nouvelle politique basée sur la réparation et la conscience au niveau de la planète. Out of the Dark Night, un essai sur la décolonisation publié cette année est maintenant disponible en anglais par le Columbia University Press. C'est une collection d'essais qui propose une analyse riche des paradoxes dans ce moment postcolonial. Je souhaite au professeur le bienvenu. Achille, c'est à vous. Merci beaucoup, Sarah. J'aimerais, pour commencer, évidemment, saluer Emmanuel, qui nous accueille si chaleureusement dans son musée. Je dis son musée, mais en réalité, ce musée est bien évidemment le nôtre aussi. De toutes les façons, nous sommes ici à l'abri, sous la protection de milliers de nos fétiches, pour ne pas dire de nos objets d'art, et sous la protection de nos ancêtres. Et donc, je vais prendre la parole, évidemment, sous la protection de ses ancêtres. J'aimerais également remercier Ngoné, Ngoné qui est quelqu'un qui nous est extrêmement chère et précieuse. Et merci Ngoné pour les efforts que tu as mis pour organiser cette saison. Merci également à Edwin. Alors pour commencer, je dirais que du point de vue de l'histoire récente de la pensée critique, il y a un certain nombre d'événements majeurs qui nous interpellent. Et de tous ces événements majeurs, le plus important est sans doute le suivant. L'Europe n'est plus le centre de gravité du monde. Tel est, disais-je, dans l'introduction de Critique de la raison nègre, paru en 2013, l'expérience fondamentale de notre âge. Ceci ne veut pas dire que l'Europe n'exerce plus aucune influence sur la marche du monde. Mais elle ne peut plus vivre dans l'illusion qu'elle peut en dicter à elle seule le cours. C'est ce que je veux dire lorsque j'affirme que l'Europe n'est plus le centre de gravité du monde. Alors, l'illusion eurocentriste ayant objectivement pris fin, il s'agit désormais d'en tirer toutes les conséquences. La première de ces conséquences consiste, je dirais, à frayer de nouveaux chemins pour l'art et pour la pensée. La deuxième consiste à ouvrir largement la voie à d'autres manières de faire l'expérience du temps et de l'espace, à d'autres manières d'habiter la planète, dans l'espoir de faire de celle-ci un véritable refuge
non seulement pour quelques-uns, mais pour tous, humains et non humains. Alors que la race et le principe de la hiérarchie raciale aient été des moteurs privilégiés de la pensée coloniale, ne fait aucun doute. Encore faut-il préciser que la pensée coloniale n'est pas le tout de la pensée européenne. En réalité, au cours de très longs siècles, cette même pensée européenne a su développer en son noyau même les termes de sa propre répudiation. Mais encore faut-il préciser ce que j'entends par pensée coloniale. Par pensée coloniale, il faut entendre l'ensemble des techniques et des sciences, l'ensemble des mythes, l'ensemble des savoirs et des connaissances qui, depuis le XVe siècle, ont rendu possible un certain nombre de progrès, mais ont également rendu possible la destruction des conditions du renouvellement de la vie sur Terre. Et le déploiement de cet assemblage multiple, mythes, sciences, savoirs, connaissances, techniques, leur déploiement sur près de 4 siècles a par ailleurs débouché sur une déstabilisation profonde, aussi bien de maintes sociétés lointaines que des processus naturels en général. Et l'une des caractéristiques majeures de ces techniques, de ces savoirs, de ces connaissances, est la place qu'ils auront accordée à l'abstraction. Et d'abstraction, il sera question, évidemment, dans les jours qui viennent. Je dis abstraction parce que, du point de vue colonial, connaître en tant que tel n'aura pas nécessairement consisté en un séjour auprès des choses elles-mêmes, encore moins auprès des autres. Pour l'essentiel, connaître, dans la logique coloniale, aura consisté à mettre en forme et à quantifier des rapports de distance. Des rapports de distance entre des unités saisies isolément les unes des autres. Des unités tenues séparées les unes des autres dans ce que j'appellerais un rapport d'éloignement réciproque. Et cette capacité de mettre en forme, de codifier, d'institutionnaliser des rapports de séparation, cette capacité n'aura pas été qu'une vue de l'esprit. En bien des cas, elle aura entraîné la destruction des conditions de l'expérience sensible. Expérience qui, l'on s'en rend compte, on s'en rend mieux compte de nos jours, expérience qui est absolument nécessaire à toute éthique de la cohabitation, qu'il s'agisse de la coexistence en humains ou entre les espèces. À côté des techniques et des sciences, des savoirs et des connaissances, il y a eu aussi, bien entendu, des infrastructures. Et le terme infrastructure est entendu ici, je dirais, dans tous les sens. Et ce que l'on appelle la race en fut une. Car qui peut nier à quel point la violence raciale aura été nécessaire à la constitution non seulement de l'ordre mondial,
et le rôle qu'elle a joué dans les dynamiques économiques, mais aussi dans les mécanismes d'institution du pouvoir et du social dans les sociétés d'Occident. Et donc, l'un des effets du tournant en cours, le fait que l'Europe ne soit plus le centre de gravité du monde, un des effets de ce tournant, c'est la possibilité qui s'offre à nous de tourner une fois pour toutes le dos à ce que Stuart Hall a appelé le fondamentalisme racial, lequel, par ailleurs, a servi également de pilier au capitalisme dans la mesure où, au fin de son expansion planétaire, le capitalisme lui-même se sera constamment appuyé sur ce qu'il faut bien appeler des subsides raciaux. Du reste, à peu près tout dans le moment actuel pointe vers une contestation renouvelée de la sorte d'eurocentrisme virulent, nativiste, qu'il nous est donné de voir. À la vérité, cette contestation n'est pas nouvelle. Elle s'est cristallisée autour d'au moins deux concepts clés. Le concept d'abolition et le concept de décolonisation. L'abolitionnisme, on l'oublie souvent, est dans la tradition critique africaine-américaine, sud-africaine également, elle est l'équivalent des Lumières dans la pensée occidentale. Dans une large mesure, l'abolitionnisme précède les Lumières. En fait, c'est l'abolitionnisme qui en garantit la clarté. Les Lumières, à elles seules, n'ont de valeur pratique que jugées à l'aune de l'abolitionnisme, du moins historiquement. Ce vaste mouvement multinational que fut l'abolitionnisme était également multiracial. Il s'étala au cours de 3 siècles. Il connut 2 vagues. La première commença avec les critiques sporadiques du commerce des esclaves et du système esclavagiste dans les Amériques, à partir du XVIe siècle, avec des auteurs tels que Bartolomeo de las Casas. Elle connut son apogée parmi les Quakers et autres dissidents protestants et dans les milieux révolutionnaires et anticoloniaux aux États-Unis entre les années 1770 et 1820. Mais le point de crête de la cause anti-esclavagiste fut la révolution haïtienne de 1791 à 1804. La deuxième vague abolitionniste va des années 1820 jusqu'à la guerre civile américaine, la guerre dite de sécession. Cette deuxième vague se caractérise par le fait qu'elle exigeait la fin immédiate de l'esclavage et elle donna lieu à l'émergence d'intellectuels qui, dans le contexte d'aujourd'hui, figureraient peut-être ou sans doute sur les listes publiées de temps à autre, en France en particulier, par l'Observatoire du décolonialisme et dans les médias. Je pense à des gens comme William Wells Brown, William Lloyd Garrison, Frederick Douglass,
Mary-Anne Shadd Cary, William Hamilton, Martin Delany, la liste est très longue. L'anticolonialisme dans cette histoire prend immédiatement le relais de l'abolitionnisme. Aujourd'hui, plus qu'une provocation, décoloniser est devenu une sommation, un mouvement en réalité inarrêtable. À l'époque de la négritude, décoloniser s'identifiait avec la quête d'un logos autofondateur. Cette quête, hier comme aujourd'hui, a toujours charrié ses propres ambiguïtés et ses propres contradictions. À la fois acte de défiance, coup de force, prise de pouvoir, le pouvoir d'auto-institution, elle a toujours séduit beaucoup d'esprits, aussi bien au nord que dans le sud, la décolonisation. Décoloniser sera cependant d'un intérêt limité. Il ne débouche pas véritablement sur un agenda radical. Un agenda de la sorte qu'esquissait encore récemment le regretté Édouard Glissant. Cet agenda était centré sur l'idée du tout monde. Le concept du tout monde présente au moins 3 traits distinctifs. Premier trait distinctif, l'idée du tout monde se tient en totale rupture avec toute forme de clôture sur soi. Que cette clôture prenne la forme d'une clôture territoriale, nationale, ethno-raciale ou religieuse. L'idée du tout monde suppose par ailleurs, s'oppose par ailleurs à la sorte d'universalisme autoritaire qui se trouvait au fondement de l'entreprise coloniale. Un universalisme de conquête qui cherchait à s'actualiser, non en une multiplicité de corps et d'existants, mais en un corps unique, arbitrairement tenu pour le seul et unique corps véritablement signifiant. Troisième trait distinctif, dans l'esprit du tout monde, l'appel à connaître est une invitation à éprouver le paradoxe, à découvrir nos propres limites. Il s'agit avant tout d'apprendre à naître avec d'autres, c'est-à-dire à se démarquer des miroirs dont on attend qu'ils nous renvoient inévitablement une image de nous-mêmes. Ou si vous voulez, le monde du tout monde, en tout cas pensée Glissant, se tisse et se trame de l'enchevêtrement et des relations en une multiplicité de foyers. Or, le plus grand obstacle à l'avènement de ce tout monde, considéré en tout cas Glissant, c'était l'ignorance qui s'ignore, ou la sorte d'ignorance qui se transforme sans le savoir en nativisme. La lutte contre cette forme vénale de l'ignorance requérait, d'après Glissant, que l'on sorte de soi-même, que l'on ouvre délibérément la possibilité de multiples passages, de multiples traversées. Car seule l'épreuve du passage et de la traversée
permettait, d'après lui, non pas de parler incessamment de soi-même, non pas de parler incessamment d'autres mondes, souvent à leur place, comme s'ils n'existaient pas déjà pour eux-mêmes, mais de regarder ensemble et éventuellement de voir. Mais chaque fois, à partir de plusieurs mondes. C'est ainsi que Glissant concevait, disons, le geste de l'acte de connaissance. On peut, mutatis mutandis, en dire de même de la décolonisation, proprement comprise. Décoloniser les savoirs, c'est dans ce sens, s'efforcer de regarder et de voir le réel à partir de plusieurs mondes et de plusieurs foyers à la fois. C'est s'efforcer de lire et d'interpréter l'histoire sur la base non d'une seule archive, mais d'une multiplicité d'archives. Décoloniser, dans ce sens que je viens de préciser, exige dès lors d'entreprendre urgemment une critique renouvelée de la différence et de la séparation. Car sans cette critique résolue de la différence, ce que Valentin-Yves Mudimbe appelait la bibliothèque coloniale, pierre angulaire de l'eurocentrisme, ne pourra guère être démantelée. Décoloniser signifie, d'autre part, toujours dans l'esprit de Glissant, dans l'esprit du tout-monde, signifie apprendre à naître ensemble, la connaissance. Du reste, naître ensemble est le seul moyen de surmonter le double désir d'abstraction et de séparation propre à la pensée coloniale. Séparation des humains entre eux, séparation des humains d'avec les autres espèces, d'avec la nature, d'avec les multiples formes de vie. Vous comprenez donc qu'à mes yeux, la proposition de Glissant demeure plus que jamais d'actualité. L'illusion eurocentriste a fait long feu. Sur ces cendres, au demeurant, sont en train d'émerger, au nord comme au sud et à l'est, de nouvelles pensées, des pensées à la mesure de la planète. La plupart n'ont pas seulement pour objet les humains, mais aussi la terre, mais aussi le feu, mais aussi l'air, mais aussi l'eau et les vents, bref, le vivant. Toutes sont, par définition, anticoloniales, si par colonial, nous entendons le refus de naître ensemble, l'acharnement à séparer, à ériger des murs, toutes sortes de murs, à transformer les chemins en frontières, l'identité en clôture, la liberté elle-même en propriété privée. J'irai plus loin. Je dirais que ces pensées anticoloniales et post-eurocentriques privilégient non pas des essences ou des blocs compacts et homogènes, mais les porosités, ce que Glissant appelait les porosités. Ces pensées ne défendent pas un héritage nationalitaire. En fait, là où l'eurocentrisme avait coutume de découper temps, espace et histoire en éléments discrets, éléments marqués par des différences supposées irréductibles et inassimilables, ces pensées traitent des enchevêtrements.
dans les arts, dans la musique, dans le cinéma et d'autres formes d'écriture, elle cherche à multiplier les passages et à établir des ponts. Et alors que la pensée eurocentriste ne voit partout que des lignes d'occupation, des ponts à briser, des prisons à construire, des points d'arrivée jamais reliés à des points de départ, les pensées du tout monde font valoir que nous sommes tous traversés et travaillés par des lignes sinueuses et interconnectées. Et ces pensées anticoloniales et post-eurocentriques, l'on en voit bien l'essor aujourd'hui et pas uniquement dans les suds du monde. Elles émergent, y compris au cœur même de l'Europe. Mais à l'heure du repli sur des identités souvent fantasmées, à l'ère du complotisme et de la production délibérée du faux et de la discorde, leur émergence et l'écho qu'elles rencontrent auprès des nouvelles générations suscitent, notamment dans les vieux centres du monde, mais pas uniquement, anxiété, peur et panique. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi il en est ainsi. Il en est ainsi parce qu'une nouvelle guerre d'allure quasi religieuse s'est emparée du monde. Cette guerre, elle est menée sur une échelle globale par l'alt-right mondial. Elle est menée contre un assortiment d'ennemis réels ou imaginaires, les libéraux, les gauchistes, les marxistes, les militants des minorités, les militants de l'immigration, les militants du queer, les féministes, les musulmans. Elle vise cette guerre à renverser les termes mêmes de la réalité et ses modes d'apparition et de dévoilement. Étudier la façon dont cette guerre est menée permet de jeter, à mon sens, une lumière crue sur certains des grands fantasmes de notre époque. Le premier est le fantasme de la clôture et son corollaire, la violence éradicatrice et extirpatrice. Cette guerre se nourrit par ailleurs de l'essor de ce que j'appellerais les théologies de l'impossibilité, les théologies de l'incompatibilité. Impossible rencontre, impossible partage, impossibilité d'une multiplicité de mondes, au contraire partout, pulsion de totalisation. Le deuxième fantasme est le fantasme de l'extinction et du remplacement. Pourquoi? Parce que dans cette guerre menée à coups de diabolisation et de délégitimation, guerre qui oppose, je viens de le dire, des récits foncièrement incompatibles, l'on veut nous faire croire que la race blanche serait menacée d'extinction, que l'Occident et sa civilisation constitueraient au fond un corps plein, autosuffisant, qui se serait développé au long des siècles à partir de son tissu propre, c'est-à-dire un corps qui ne devrait aucune dette à qui que ce soit d'autre, encore moins réparation à qui que ce soit. Il serait aujourd'hui assiégé en but à de graves menaces internes, menaces portées par des groupes eux aussi internes, mais prompts à pactiser avec des ennemis malveillants et ingrats qui viendraient de l'extérieur. D'où, conclut-on,
l'obligation d'une autodéfense conséquente de ce que l'Occident représenterait. Vous le comprenez très bien, nous sommes là face à une théologie de la nécrose, une théologie qui distingue deux catégories antagonistes et irréconciliables de personnes, les bonnes et les mauvaises, les ennemis et les amis, la majorité et la minorité, une théologie duale et manichéenne qui écarte par principe toute possibilité, ce que l'on pourrait appeler un habité commun. Et je crois qu'on peut penser qu'en France, la chimère de l'islamo-gauchisme est un peu la traduction locale de cette panique et de l'instabilité quasi ontologique qui l'accompagne. Donc voilà une série de remarques que je voulais partager avec vous. J'aimerais maintenant passer à une deuxième série de considérations qui porte celle-ci sur la question des mémoires en général et des mémoires de la destruction en particulier. Mémoire de la destruction porte également les questions de la réparation et de la justice. Questions qui sont avec nous, si tant est que la demande de réparation et l'aspiration naturelle à la justice continue de faire partie des grands moteurs de l'histoire humaine. Et en fait, dans cette histoire, surtout dans sa partie moderne, cette double impulsion a parfois pris la forme de spasmes convulsifs. À d'autres moments, elle est apparue derrière le masque de la création artistique, de la pensée tragique, voire messianique, ou même apocalyptique. Mais quelles que soient les formes d'expression, toutes ces pensées et ces gestes ont souvent été mus par la volonté consciente de vie. Et comme pour la mémoire, la réparation ne se limitait pas du tout à la guérison ou à la délivrance individuelle. C'est bel et bien le monde lui-même qu'il s'agissait de réparer, l'avènement d'un en commun qu'il fallait précipiter et dont la justice et la restitution étaient comme les conditions préalables. Donc ces trois questions de la mémoire, de la réparation et de la justice ne sont pas neuves. L'on pourrait même dire qu'elles se trouvent au fondement de la pensée africaine et diasporique. Et si elles continuent de s'imposer à nous avec une urgence renouvelée, c'est parce qu'elles sont loin d'avoir été résolues. En effet, de presque partout dans le monde, des cris impossibles à étouffer continuent de monter vers les cieux. Le vieux problème de savoir comment penser la singularité d'autrui dans l'irréductibilité de sa souffrance se pose de nouveau avec acuité. Alors même que la planète est prise dans un mouvement de combustion accéléré et que la demande pour une pensée non pas régionale, non pas nationalitaire, mais une pensée véritablement planétaire, cette demande ne s'est jamais autant fait ressentir. Du reste, on retrouve des éléments d'une telle pensée planétaire dans les archives du tout monde.
Il y eut en effet un temps, souvenons-nous, où, à titre d'exemple, la critique de l'esclavage racial et du colonialisme et la dénonciation de l'antisémitisme constituaient comme les préalables à toute prise de position concernant les luttes universelles pour l'égalité, pour la justice, pour l'émancipation humaine. À l'époque, il s'agissait alors de faire valoir qu'il n'y avait pas deux humanités, deux types d'humanité. Dispersée dans tous les points du globe, la masse innombrable des vivants convergeait, pensait-on, vers une humanité unique, elle-même largement ouverte à toutes les forces du vivant. Loin de ne désigner que le parent, le compatriote ou le membre de son peuple, le prochain était, par définition, celui qui avait un visage humain, peu importait que ce visage porte ou non les traits de notre propre ethnie, religion ou nationalité. Au demeurant, c'est au détour des révoltes d'esclaves, comme Haïti, c'est au détour des grandes campagnes abolitionnistes, je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est au détour des insurrections anticoloniales que des catégories parfois abstraites telles que la liberté, telles que l'altérité, telles que l'universalité, telles que le droit à l'autodétermination, tels que les droits humains, se sont, pour ainsi dire, fait chair. Et on finit naturellement par acquérir une densité politique et philosophique. C'est au détour de ces luttes que les formes fondamentales du réel ont été transformées et que la réalité de notre participation commune à l'humanité a été réaffirmée. La croyance était qu'à travers cette communauté de participation, l'aventure humaine sur Terre pouvait enfin prendre sens. Chaque visage pris dans sa singularité pouvait enfin être préservé de l'inhumanité et la souffrance de ce qui constituait la majorité du genre humain pouvait enfin prendre fin. Aujourd'hui, vous le constatez, l'ultranationalisme en tant que force sociale et sensibilité culturelle et les idéologies de la suprématie raciale connaissent une incontestable renaissance dans le monde. Ce renouveau s'accompagne de la montée d'une extrême droite dure, xénophobe et ouvertement raciste, qui siège dans bien des institutions des démocraties du monde et dont l'influence se fait sentir, y compris au sein de diverses strates de la technostructure elle-même. Et dans un environnement marqué par la ségrégation des mémoires, leur privatisation, et par les discours sur l'incommensurabilité des souffrances, le concept strictement éthique du prochain, comme un autre soi-même, ne passe plus. À l'idée d'une ressemblance humaine essentielle, s'est superposée celle de la différence, mais la différence comprise comme un interdit. Du coup, il est devenu très difficile de faire valoir que dans chacun des innombrables lieux de la vulnérabilité et de la dépossession, c'est le visage de l'humanité tout entière qui est chaque fois déchiré. C'est à peine si des concepts tels que l'humanité, la race humaine, le genre humain ou l'espèce humaine, c'est à peine s'ils signifient encore
quoi que ce soit. Pour le reste, nous assistons à la montée en Occident, mais aussi dans d'autres parties du monde, à la montée de nouvelles formes de racisme que l'on pourrait qualifier de paroxystique. Le propre du racisme paroxystique, c'est de s'infiltrer de façon métabolique dans les opérations même du pouvoir, de la technologie, de la culture, du langage, voire de l'atmosphère que l'on respire. Et donc, le double tournant techno-algorithmique et éco-atmosphérique du racisme en fait de plus en plus une arme létale en soi et quelque chose de viral. Je qualifie cette forme de racisme de viral parce qu'elle va de pair avec l'exacerbation des peurs, y compris surtout la peur de l'extinction, laquelle semble être devenue l'un des moteurs des courants suprémacistes aux États-Unis, mais aussi d'ailleurs ailleurs. Mais il nous faut rappeler une chose. Il faut rappeler qu'en dépit de toutes les dénégations, le racisme existe. Il n'est pas un accident, il est un écosystème concret, il enserre des corps, il brise des vies prématurément, et il ne suffit pas d'enlever le mot race de la Constitution d'un pays pour que le racisme disparaisse comme par miracle. Mais l'autre chose, c'est que de plus en plus nombreux sont par ailleurs ceux et celles qui, petit à petit, ont la conscience sourde qu'une communauté de risque pourrait les lier à tous les racisés, structurellement exposés qu'ils sont, eux aussi, à la perspective de lendemain sans futur objectif. C'est ce que j'ai appelé il y a plusieurs années déjà l'universalisation tendancielle de la condition nègre. J'entendais par là le fait que le code noir, c'est-à-dire la façon dont nous avions coutume de ne traiter que les nègres esclavisés, la façon dont le code noir s'étend désormais à d'autres personnes dotées d'une autre couleur de peau. Je veux dire par là que par-delà la classe, par-delà le sexe et la religion, beaucoup ont aujourd'hui l'impression non point d'avoir été cédés à des tiers, comme le furent les esclaves nègres dans ces années, mais d'avoir été livrés à l'abandon. Peu importe la couleur de leur peau, ils font l'épreuve du décrochage et de l'éviction. Ils sont, si vous voulez, des nègres potentiels, c'est-à-dire l'avilissement et l'abjection en moins. Ils appartiennent à des classes de population menacées par le vieux modèle du gouvernement, par l'abdication et l'indifférence, modèle de gouvernement auquel seuls les nègres furent soumis au long de la période que j'appelle la période des codes noirs. Je viens d'évoquer la dimension virale, c'est-à-dire éruptive et contagieuse du racisme. Du reste, il y a une dimension, je dirais, pathogénique du temps que nous vivons. Les éruptions racistes ne cessent de se multiplier au fur et à mesure que l'illibéralisme progresse. En fait,
la très grande majorité des habitants de la Terre vivent de nos jours sous un régime ou l'autre d'exception. Et à peu près partout, l'état d'urgence fait l'objet de reconduction indéfinie. En temps ordinaire, la suspension du droit commun faisait déjà partie de l'arsenal des lois sécuritaires, y compris au sein des vieilles démocraties occidentales. La pandémie aidant, c'est à un véritable déplacement des pouvoirs que l'on assiste. Et je dirais que dans un monde où les risques pandémiques de l'Anthropocène risquent de s'accélérer, la disruption des écosystèmes ne passe plus seulement par la propagation des virus au sein de l'espèce humaine. Au demeurant, le racisme, en particulier anti-nègre, a toujours constitué l'un des vecteurs corrosifs de destruction des habitats et d'épuisement des énergies physiques et psychiques dont l'humanité a besoin pour se renouveler. Il reste donc à prendre acte de la dimension virale de toutes les formes de racisme et dans ces conditions, la lutte universelle contre les racismes est plus que jamais une dimension constitutive de tout combat pour la régénération du vivant dans son ensemble. Et j'ai beaucoup insisté sur cette question parce que elle est au cœur des enjeux du présent. On la retrouve, cette question, également au cœur des enjeux de mémoire, de ces autres enjeux qui ont trait à ce que l'on a appelé l'identité. Et nous savons tous que les communautés historiques se façonnent une identité, évidemment dans l'acte par lequel elles écrivent leur histoire et cultivent leur mémoire. On le sait aussi, beaucoup de sociétés écrivent leur histoire, se forgent une mémoire sur la base de documents qu'elles conservent dans des archives et font mémoire d'elles-mêmes en reconstruisant en permanence des lieux hautement symboliques chargés d'accueillir toutes sortes de choses, des monuments, des statues, des images, voire des reliques. Elles inventent des rituels, commémorent publiquement des événements importants du passé, soignent un patrimoine commun, transmettent ce trésor par les programmes scolaires, les bibliothèques, les institutions muséales, la télévision, les romans, cinéma, d'autres inventions culturelles et artistiques. Elles reconnaissent, ce faisant, que la création symbolique est ce par quoi une identité se crée et perdure. Une des manières d'inscrire leur existence dans la durée, tout en produisant des significations imaginaires dont elles ont besoin pour s'interpréter elles-mêmes dans le monde. Dans ce contexte, le cas africain et diasporique est tout à fait intéressant à examiner. Parce que, dans le passé, les procédures de remémoration en Afrique, je dirais, obéissaient à une autre anthropologie, à une anthropologie tout à fait différente de celle que je viens d'évoquer. Même si elle existait dans certaines sociétés, l'écriture n'était pas le principal support de la mémoire. En général, la mémoire était éprouvée et vécue, y compris corporellement. Elle était, si vous voulez, performée, elle était dansée, elle était dramatisée, elle était théâtralisée. Par exemple, l'on faisait mémoire du passé en récitant des mythes ou en chantant des récits à caractère initiatoire. Le port des grands masques, je ne parle pas des masques d'aujourd'hui, les grands masques africains, le port des fibres et autres objets à l'occasion
de grandes fêtes ou des grandes funérailles, tout cela faisait partie des actes mémoriels. Il en était de même de la visite des hôtels réservés aux ancêtres ou de certaines formes de tatouage des corps. Par ailleurs, tous ces actes étaient étroitement dépendants des cycles écologiques et biologiques. Tout cela pourquoi? Parce que le plus important, ce n'était pas de rester qui l'on avait toujours été. Au contraire, c'était de pouvoir devenir quelqu'un d'autre, de passer par d'autres états, la capacité de métamorphose. En d'autres mots, se souvenir des choses et des événements ou les oublier n'avait de sens que si cela facilitait le passage d'une condition à une autre, d'un état à un autre, voire d'un monde à l'autre. On ne se souvenait pas des choses et des événements pour le simple plaisir de s'en souvenir. Il fallait que ce dont on se souvenait participe à l'accumulation des réserves de vie. La difficulté concernant la mémoire, par exemple, de la traite atlantique est qu'en Afrique, cet événement n'est assumé par aucune nation en particulier. Davantage encore, nombre d'États postcoloniaux dépourvus de conscience historique pensent qu'il peut y avoir des identités sans mémoire. Manifestement, de tels États se trompent, parce que c'est une chose de dire que la gestion de l'oubli fait partie du façonnement de l'identité, c'est toute autre chose de prétendre qu'on peut habiter le monde sur la base d'identités amnésiques. Se pose par ailleurs la question de savoir si, en dépossédant des individus d'eux-mêmes et de tous leurs droits, en les déracinant de leur terre d'origine, la traite négrière n'a-t-elle pas rendu impossible l'imagination d'un futur? Ma réponse est que paradoxalement, non. Les Africains qui débarquèrent dans le Nouveau Monde avaient certes été déracinés, mais leur inconscient n'avait pas été totalement effacé malgré le traumatisme de la traversée. Quelque chose des identités antérieures, même éparpillées, était resté. En effet, y compris au milieu des désastres les plus systématiques, l'oubli intégral n'existe pas. Dans les conditions qui étaient les leurs et celles des générations qui suivirent, il fallut tout recomposer, à commencer par la langue. Le véritable enjeu était d'apprendre à travailler avec des restes, à travailler avec des débris, à travailler avec des fragments, apprendre de nouveau pas à pas à faire communauté, à créer des symboles et ce faisant à imaginer le futur. En fait, à partir d'un présent fait de ruines, ils apprirent à mettre ensemble des choses en apparence incompatibles. C'est ainsi, par exemple, que naquit le jazz. Et donc, sans capacité de création symbolique, il est impossible d'imaginer le futur. C'est parce que, au milieu de la catastrophe, les Africains américains avaient su inventer cette disposition à la futurité qu'ils purent offrir au monde tous les trésors que le monde leur doit aujourd'hui, et ils sont nombreux. Tout ceci m'amène à dire un mot sur
une dimension cruciale de cette disposition au futur et qui découle de la pratique de l'oralité. Je ne suis pas en train de dire qu'il nous faudrait abandonner l'écriture et retourner à l'oralité. Je suis en train d'essayer de montrer comment, y compris dans des conditions catastrophiques, la capacité d'imaginer le futur reste, la capacité de faire mémoire de soi-même dans le monde demeure et est prise en charge par les techniques de l'oralité. Parce qu'il est en effet significatif le fait que dans les sociétés dites sans écriture, la régulation de l'oubli passait par l'oralité. Je veux dire que les sociétés de l'oralité n'étaient pas des sociétés anti-mémoire. Bien au contraire. Elles savaient accumuler et stocker savoir et connaissances. Ce n'était pas facile. On perdait beaucoup de choses. À chaque fois, il fallait pouvoir recommencer de nouveau. Tout ceci exigeait naturellement de formidables dispositions à la réinvention. Mais je veux dire que oublier n'était en rien quelque chose de tragique. Ici, l'identité n'était pas quelque chose de stable. Elle était pliable, elle était plastique, elle s'obtenait par la projection vers ce qui n'était pas encore advenu. Elle était constamment en devenir, en réflexion, une force plastique, une énergie rythmique capable d'irriguer les veines de la vie. Et donc, dans un tel paradigme, être capable d'oublier était une extraordinaire ressource nécessaire à la formation de mémoire que je qualifierais de mémoire plastique. Mais l'oubli dont il est question ici n'est pas la même chose que la répression qui, elle, est facteur de névrose. Parce que dans les cultures de la mémoire orale, l'on travaille sur la base de récits ouverts en permanence, de récits passibles de révision. Il ne s'agit pas de réconcilier diverses versions d'un récit supposément unique. Il s'agit de garder le récit constamment ouvert afin qu'il puisse accueillir le plus grand nombre de versions possibles. Et cette ouverture permanente à l'infini des possibilités, c'est ce qu'il faut bien appeler la futurité. Et c'est le propre, si je m'en tiens à l'idée du tout-monde d'Édouard Glissant, c'est justement le propre des pensées planétaires, des pensées à la mesure de la planète qui s'expérimentent à travers le monde aujourd'hui. Et c'est ce qui fait la différence entre ces pensées à la dimension de la planète et la sorte d'eurocentrisme virulent à visée éradicatrice et extirpatrice que l'on observe à travers le monde aujourd'hui. Je vais conclure maintenant. Je vais conclure en rappelant à tous et à toutes le fait que dans les pensées africaines antiques, l'univers n'est pas là pour être dominé ou pour être exploité. L'univers est là pour que, ensemble, humains et non humains, nous participions à la réalisation du cosmos, c'est-à-dire à la construction d'un lieu d'habitation ouvert à tous. Un lieu d'habitation qui fait place à chacun et dans lequel chacun est un segment dans une chaîne de liens.
cette éthique de la liaison et cette exigence de résonance avec l'ensemble du vivant sature l'existence humaine et lui donne sens et direction. Ce qui compte, c'est qu'une place soit faite à tous et que nul ne soit exclu. C'est notre participation commune à des énergies et forces vitales qui dépassent chacun de nous pris séparément. Le rapport des humains au reste du vivant n'est donc pas fondé sur l'antagonisme et la soif de conquête et d'appropriation. Sa visée fondamentale est la multiplication des réserves de vie, l'expansion indéfinie du souffle primordial qui réunit et anime la communauté en tant que celle-ci est composée des morts, des vivants, des ancêtres, des êtres et des choses, des animaux, des plantes, des objets. Et une telle conception de l'univers, centrée sur le principe de l'animation et du partage du souffle vital, se distingue tout à fait de celle que l'on trouve dans les savoirs et les traditions de la pensée coloniale et eurocentriste. Ces traditions eurocentristes sont convaincues qu'il existe une différence fondamentale entre le sujet humain et le monde qui l'entoure. Elles ont établi une distinction nette entre l'univers des humains, l'univers de la nature et des objets. Je ne parle même pas des animaux ou des esprits. L'idée qu'un être humain n'est pas un objet est fondamentale à cette pensée, et le fait qu'un être humain soit traité comme un objet ou pris comme tel est considéré comme le summum de l'aliénation. Mais je veux dire qu'à l'ère de l'Anthropocène, l'Afrique nous offre un autre paradigme de la libération, de l'émancipation humaine. Il ne s'agit plus de placer les humains au-dessus de tout et au centre de tout, de tenir l'objet le plus loin possible du sujet ou de soumettre et dominer la nature par le biais de la technique et des machines. Le monde n'est plus à notre entière disposition et nous ne pouvons, à notre seul gré, en faire ce que nous voulons. Il s'agit par conséquent d'imaginer d'autres façons d'habiter la Terre, de la partager, de la réparer et d'en prendre soin et, ce faisant, d'ouvrir pour tous une ère de réconciliation avec l'ensemble du vivant. Je vous remercie. Thank you very much for this incredibly inspiring lecture, which sort of expands our sort of imagination and sort of critical thinking moving forward. We have Merci beaucoup pour cette très belle session. Nous avons beaucoup de questions et Edwin va pouvoir modérer
session de questions-réponses. Il est parfaitement bilingue, Edwin. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais donc lire les questions en français. C'est par Louis Nana. Par Louis Nana. La situation décrite donne l'impression... Can you hear me? Yes, I can. Hein? On m'entend. La situation décrite donne l'impression d'un monde en guerre perpétuelle. Dans un tel contexte, proposer autre chose équivaut à fonder de nouveaux mythes et de nouvelles utopies. Ne faut-il pas craindre que l'appel à de nouveaux mythes ou à de nouvelles utopies soit aussi dangereuse que ceux contre quoi il semble être appelé à s'énoncer ou à s'imaginer? Non, je ne suis pas en train d'en appeler à de nouveaux mythes, encore moins de nouvelles utopies. J'étais en train de revisiter une partie, à mon avis fondamentale, des traditions de pensée qui préconisent, qui reposent sur la sortie de soi et qui prennent au sérieux la question de l'inachèvement du monde, qui prennent au sérieux le fait que le monde, il est encore à construire. Il n'a pas été construit une bonne fois pour toutes, qu'il reste du travail à faire et que par conséquent, l'histoire n'est pas terminée. Elle est loin d'être terminée. Et donc, j'examinais ces traditions qui, comme par hasard, se démarquent très nettement de ce que j'ai appelé la pensée coloniale. Et vous aurez compris que par pensée coloniale, j'allais au-delà de l'entendement traditionnel du colonial. Pour moi, le colonial, disons, inclut, se définit fondamentalement par une sorte d'hostilité aux forces de renouvellement du vivant. Et donc, cette hostilité à l'égard des forces de renouvellement du vivant, elle a pris historiquement plusieurs formes. Formes historiques qui ont fait l'objet de nombreuses études concernant les expériences de colonisation. Et donc, c'est ce que j'essayais de faire. Mais ceci dit, et c'est vrai que l'époque que nous traversons est une époque pathogénique. C'est une époque caractérisée à maints égards par l'acharnement à ériger des murs, à bâtir des frontières, à incarcérer le plus grand nombre de gens possible. C'est une époque déterminée à produire du faux et à semer de la discorde. Tout ce que je dis là a fait l'objet d'études sociologiques très approfondies. Et donc, si tel est effectivement le moment que nous vivons, l'épreuve que nous traversons, si en plus de tout cela, l'époque que nous vivons est caractérisée par la crise climatique que nous connaissons et qui équivaut à quoi? Qui équivaut en réalité à la combustion lente du monde et de la vie. Si tel est le cas, alors je dirais que effectivement, nous avons besoin d'une nouvelle pensée critique. Nous avons besoin d'une pensée à la mesure de la planète. Nous n'avons pas besoin d'une pensée française. Nous n'avons pas besoin d'une pensée africaine.
Nous n'avons pas besoin d'une pensée chinoise. Sauf si, par pensée française, pensée africaine, pensée chinoise, nous faisons référence à une pensée monde, à la manière dont, à partir des lieux que nous habitons, nous pouvons formuler une série de propositions qui parlent par-delà les frontières, que celles-ci soient territoriales, qu'elles soient imaginaires ou autres. Et donc, c'est l'argument que j'essayais de mettre en avant. Évidemment, puisque la thématique du sommet, c'est quand même prélogomène à un institut d'études nègres, Black Studies, pour reprendre le titre en anglais. Ce que j'ai dit a des implications quant à cette possibilité. Mais j'en parlerai si vous le voulez bien. Allez-y, Achille, si vous voulez. On peut passer à une autre question. C'est votre choix. Non, mais passons à une autre question. D'accord. Donc, l'autre question, l'une des conditions de l'aboutissement des luttes antiracistes. Ce que je voulais dire, c'est que oui. Les propositions que j'ai mises en avant ont des implications par rapport à l'idée même d'études noires. Mais passons à une autre question, si vous voulez. On reviendra sur ce point. Pour l'autre question, l'une des conditions de l'aboutissement des luttes antiracistes passe par une affirmation de l'Afrique comme son propre centre. Quel est l'écho de ces luttes aujourd'hui sur le continent africain? Il y a un problème, on ne peut pas faire comme s'il n'y en avait pas. Il y a un grand différent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs différents, disons. Mais j'imagine que nous parlons, ou mon interlocuteur ou mon interlocutrice fait référence à la traite atlantique, au racisme, disons, atlantique, si on peut parler ainsi. Alors, évidemment, il y a des échos. L'Afrique du Sud est en Afrique. Il y a eu 3 matrices du racisme dans l'histoire moderne. Les 3 grandes matrices du racisme sont les États-Unis d'Amérique, les Caraïbes et le Brésil, et l'Afrique du Sud. Voilà les 3 grandes matrices du racisme moderne. Et donc, lorsqu'on parle du racisme, ce n'est pas comme si l'Afrique était hors, disons, de ce cercle d'enfer. Outside of this infernal circle. Je suis désolé, j'étais en train d'entendre la traduction. Bon, donc c'est pas comme si l'Afrique était hors de ce cercle d'enfer. Et donc, par conséquent, lorsque quelqu'un comme Taylor Breonna ou lorsque George Floyd est assassiné sur un trottoir à Minnesota, aux États-Unis, évidemment, cela se ressent en Afrique. Et pas seulement en Afrique du Sud. Cela se ressent parce que, comme je le disais tout à l'heure, la race, le principe de la hiérarchie raciale a été l'une des infrastructures, l'une des techniques, l'un des savoirs grâce auxquels
l'ordre du monde tel qu'on le connaît a pu prendre forme. Et donc, lorsque j'entends des gens dire, écoutez, parler du racisme, c'est provoquer le racisme, je me dis qu'ils ne comprennent rien à l'histoire de notre monde. Mais je disais qu'il y a un problème en Afrique. Le problème, c'est que à cause du fait de la traite atlantique, à cause de la collusion des Africains dans le commerce des esclaves, et à cause du fait que cette collusion historique n'a pas fait l'objet d'une critique conséquente, d'une critique rigoureuse, conséquente, à cause du fait que, y compris en Afrique elle-même, beaucoup d'Africains vivent toujours comme s'ils étaient des étrangers chez eux. Tout cela fait que la lutte contre le racisme n'avance pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et donc, il y a là un travail de mémoire, un travail critique à effectuer si, justement, l'Afrique doit prendre la place qui lui incombe dans la lutte générale, universelle contre le racisme. Je terminerai en disant que, au demeurant, cette lutte universelle contre le racisme est désormais inséparable de la lutte contre la combustion du monde, ce que j'ai appelé la combustion du monde. C'est-à-dire que les luttes écologiques et les luttes antiracistes convergent objectivement et que l'une et l'autre, il sera de plus en plus difficile de les séparer parce que toutes les deux posent la question philosophique et politique de ce siècle, la question de la survie de l'espèce humaine sur Terre et la possibilité que cette survie soit mise d'ores et déjà en danger de manière irrémédiable. Achille, je profite de votre réponse pour revenir à la question précédente, la question autour des études noires. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on a les outils pour penser une universalité de la lutte antiraciste? Et pourquoi est-ce qu'il est devenu de plus en plus difficile de parler d'études noires en dehors des centres universitaires américains, selon vous? Les études noires qu'il est même difficile de traduire déjà. Déjà, en France, on ne parle pas d'études noires, on parle de Black Studies déjà, on ne traduit pas de l'anglais au français. Et les études noires en tant que telles ont été accusées de privilégier une épistémologie de la traite atlantique qui ne prend pas en compte le continent africain contemporain ou la condition des personnes noires en France, par exemple. Que répondriez-vous à ça? Il faudrait effectivement faire un bilan, un vrai audit, si vous voulez, un audit intellectuel de ce que l'on a appelé les Black Studies, et dont vous dites à juste titre qu'elles n'ont pas l'air d'avoir une traduction dans la langue française. Du reste, il n'y a aucun institut d'études noires en France. Mais pas seulement en France, il n'y en a pas ici en Afrique du Sud non plus. Le paradoxe sud-africain étant que avant la libération, avant la chute du régime raciste,
il existait des centres d'études, ils appelaient ça Bantou, dans le prolongement de l'anthropologie coloniale. Mais il y a, en Afrique du Sud aujourd'hui, on compte à peu près 25, 26 universités. En Afrique du Sud, il n'y en a aucun où existe un institut d'études noires ou même d'études africaines, encore moins d'études afro-diasporiques. Et donc, il y a là 2 ou 3 questions qu'il faudrait distinguer. Il y a les questions épistémologiques, d'ordre épistémologique. Il y a des questions d'ordre politique, d'ordre géopolitique d'ailleurs, je dirais. Je disais tout à l'heure qu'il y a dans la modernité 3 matrices du racisme: les États-Unis, les Caraïbes et le Brésil et l'Afrique du Sud. Il se trouve que les Africains américains ont dominé la compréhension que nous avons des luttes à la fois abolitionnistes et je dirais d'ailleurs des luttes anticoloniales. Historiquement, les 2 se suivent. Je disais tout à l'heure que les luttes abolitionnistes ont duré à peu près 3 siècles, ont mobilisé des intellectuels. Il y a une littérature, il y a une tradition de débat, ainsi de suite. Mais les luttes anticolonialistes ont été largement impulsées, elles aussi, à partir des États-Unis. Et donc, le paradigme africain-américain est un paradigme dominant. Pas seulement dans, disons, l'étude des formations afro-diasporiques, mais aussi en termes de culture populaire globale. Voilà une minorité qui, au fond, aura produit et inventé des produits culturels que l'hégémonie américaine sur à peu près tout est parvenue effectivement à impulser également. Et donc, de ce point de vue, je comprends très bien pourquoi beaucoup estiment que il faut ouvrir la porte à une espèce de pluralisme épistémologique et historique dans ce domaine-là. Et donner une place, la place qu'elle mérite à ces autres matrices, à la fois de l'esclavage et du racisme. Alors, si on passe à un pays comme la France, c'est des questions, à mon avis, tout à fait différentes. Vous êtes tous et toutes au courant de ce qui se passe là-bas, de la sorte de comment dire, d'anxiété qui envahit une partie de l'establishment intellectuel, médiatique, politique. Dans un contexte où les études des courants de pensée qui, pour nous en tout cas, ont accompagné notre remontée en humanité. Notre humanité n'aurait pas été reconnue sans l'apport de ces courants de pensée. Au moment où nous étions dans le trou de l'esclavage et le trou du colonialisme et de l'apartheid, ce sont ces pensées qui ont contribué à réaffirmer notre humanité.
Or, ces pensées qui ont contribué qui nous ont accompagnés lors de ces luttes pour remonter en humanité, ces courants de pensée sont aujourd'hui stigmatisés en France. Elles ne sont pas seulement stigmatisées, elles sont combattues. Elles sont combattues, paradoxalement, entre autres, au nom d'un universalisme conquérant, dont j'ai fait la critique tout à l'heure. Ces pensées de l'émancipation, ces pensées de l'enchevêtrement, ces pensées du tout monde sont accusées d'être à la source des idéologies de la séparation, dont on sait très bien qu'elles étaient au cœur de la pensée coloniale. C'est-à-dire que dans une extraordinaire réversion, nous sommes accusés de pratiquer le colonialisme, c'est-à-dire la séparation, l'acharnement à diviser, l'acharnement à construire des murs, et ainsi de suite, à discriminer. C'est quand même incroyable tout cela. Et donc, le cas français est tout à fait différent. Et de ce point de vue, je dirais que il faut que la France traite elle-même de ses propres démons. Je ne pense pas que nous puissions traiter ces démons à sa place. Et donc les situations sont différentes. Mais pour l'essentiel, moi, ce que j'étais en train de faire, c'était de monter un argument en faveur d'une pensée à la mesure de la planète. Ce dont nous avons besoin en ce moment, c'est d'une pensée à la mesure de la planète. Où est-ce que ça laisse les revendications pour un institut d'études noires? Je n'en sais pas grand-chose. Mais je sais que le fait noir, ce que Fanon appelait the fact of blackness, c'est un fait planétaire, justement. Il n'y a pas de fait plus planétaire que le fait nègre. Et c'était toute la subtilité de mon argument. C'est-à-dire que, à l'ère où il y a un devenir nègre de la planète, effectivement, le fait nègre trouve sa place dans la sorte de pensée que je suis en train la sorte de pensée du tout monde que des gens comme Glissant ont lutté pour. Donc voilà un peu ma réponse. Achille, il nous reste que 10 minutes, même s'il y a plein de questions que l'on pourrait poser à partir de votre réponse. J'aimerais juste poser une question qui est un peu différente et qui vient de Flore Mazadi d'Argentine et qui dit « La possibilité de l'avenir serait dans la possibilité de récomposer nos idées d'archives et dans la récupération de ces archives, de faire des actes de mémoire. » La question est donc, cela implique de donner une place à ce que l'on appelle la fabulation spéculative, comme moyen de rendre le passé futurisable. Est-ce cet acte ou ce geste qui nous permet de réhabituer les mythes et de récomposer les imaginaires? Oui, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir toutes les archives. Lorsqu'on dit archives, on veut dire il faut puiser à toutes les traditions. Il faut tout lire, par exemple.
ici en Afrique du Sud, où j'enseigne depuis une vingtaine d'années, j'ai beaucoup, un certain nombre d'étudiants noirs qui me disent, mais écoutez, nous, on en a marre de lire ces gens-là. Ces gens-là, c'est-à-dire des auteurs non-africains, des auteurs blancs, si vous voulez. On en a marre. Pourquoi vous en avez marre? Parce que les lire est un véritable chemin de croix. Parce que le nous qui émerge dans quelqu'un comme Hegel, le nous qui émerge dans quelqu'un comme Kant, le nous qui émerge dans la plupart de ces textes n'est pas seulement un nous affabulatoire, mais le fait même de rédiger tel texte est un acte de violence incommensurable. Et donc, ils en appellent à une espèce de sécession intellectuelle. Et donc, ce débat, il est là. Mais je dirais que tout cela considéré, il est important que nous apprenions à puiser dans les archives du tout monde. Et que nous puisions, bien entendu, dans les archives africaines. Toutes les archives. Cela me frappe. Le fait que, par exemple, pour ce qui est des traditions musicales, nous n'avons pas utilisé, je dirais, 5% des traditions musicales africaines. Nous aurions utilisé 5% de ces traditions qui existent, que nous serions à même de produire des sons que nul n'a jamais entendus. On pourrait faire la même chose dans 1000 autres domaines. Ce sont des archives complètement inexploitées ou inexploitées pour l'essentiel. Or, si nous voulons rendre compte du monde tel qu'il va et où il va, il est important de changer de perspective, de commencer à penser que, au fond, l'Afrique n'est pas et n'a jamais été un monde à part. Qu'en fait, elle a toujours été un laboratoire de ce qui vient. Et ceci étant, c'était le cas par le passé, c'est le cas maintenant. Et ceci étant, il se pourrait que l'avenir même de notre planète, qu'elle se joue ici. L'avenir de l'humanité, il a commencé ici. Il se pourrait que ce qui vient, les figures et les formes de ce qui vient, nous en soyons en ce moment même le laboratoire privilégié. Et donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce ne sont pas ce que pensent, ce que, disons, ce n'est pas les pétitions que quelques vieillards publient dans des journaux à Paris chaque mois. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'avenir. L'avenir ne se joue pas là-dedans. Et donc, c'est cette espèce de déplacement radical
qu'il faut effectuer. Et il faut l'effectuer en produisant une pensée qui prenne en charge le monde dans son ensemble. Parce que nous sommes quelque part intellectuellement responsables du monde et pas seulement responsables des Noirs. Parce que d'ailleurs, en Afrique, il n'y a pas que ce que l'on appelle les Noirs. Parce que dans le reste du monde, beaucoup sont en train de devenir noirs alors qu'ils ne sont pas noirs de peau. Et donc, c'est cette planétarisation de la question du monde qui, à mon avis, est prioritaire. Et si on réinterprète donc la négritude, le fait nègre, dans cette perspective, effectivement, cela permet de réfléchir, de lire et de regarder le monde et le voir à partir de plusieurs perspectives à la fois. Et c'est ça, à mon avis, le défi. Je crois que c'est le moment idéal pour que je puisse intervenir. Je vous remercie pour vos pensées, votre présentation. Merci d'avoir inauguré non pas seulement ce sommet, mais également ces travaux qui nous attendent, en commençant par l'imagination. Je vous remercie, nous avons eu un moment extrêmement poétique au cours duquel nos interprètes, Géry et Lucille, vous interprétaient en simultané, tous les deux en même temps. C'était assez poétique, donc j'aimerais les remercier pour leur travail et remercier notre public dans le monde entier. C'est une très belle phrase que je ne pensais pas prononcer un jour. Et pour conclure, clôturer cette première partie, j'aimerais vous lire Bama Oyende, sa biographie qui a été partagée par son label. Ce set qui est en collaboration avec Rins France. Bama Oyende et son travail ne peuvent être décrits par des mots, ce sont des atmosphères à Paris qui sont au croisement du Garage House, du Kourou, de la High Love, du Batida, des quatre coins de l'Afrique, en passant par Lisbonne. C'est un Global Sound System. Ce jeune producteur de Cergy est dirigé par une seule et unique intention de déconstruire ces obstacles, ces frontières, et en détruisant les pistes de danse, en introduisant la musique noire produite pendant cette dernière décennie. Il provient des clubs les plus underground. Il travaille constamment sur ses prochains morceaux. Cela ne fait aucun doute. Il aura énormément de succès et son set va commencer très prochainement. Merci beaucoup.